Et si vous pouviez voler le plan de jeu des marchés pour 2026 en moins de 60 secondes? Aujourd'hui, nous avons fait ce que la plupart des investisseurs n'ont pas le temps de faire. Nous avons tout lu, les perspectives 2026 des plus grands acteurs mondiaux. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Amundi, Fidelity, HSBC, BNP, Northern Trust. Et la surprise, c'est la suivante. Ils ne voient pas le chaos. Ils parlent de désordre contrôlé. Un monde où la croissance portée par l'IA est puissante, presque inévitable, mais où l'inflation, la dette et les tensions géopolitiques rendent les marchés plus fragiles qu'ils n'en ont l'air. Dans cet épisode, nous vous offrons le raccourci ultime. Où se situe réellement la croissance? Pourquoi l'investissement passif atteint ses limites? Et les 5 convictions clés sur lesquelles les grandes institutions convergent pour 2026. Si cet épisode vous apporte de la valeur, partagez-le, likez, abonnez-vous et restez connectés pour plus de contenu comme celui-ci. Le podcast commence maintenant. L'année 2025 s'achève sur une note quasi euphorique. Des gains boursiers impressionnants. Tout le monde qui ne parle que d'intelligence artificielle. On a vraiment l'impression d'être à une fête qui ne s'arrêtera jamais. Mais bon, voilà, 2026 arrive. Et la question que tout le monde se pose est simple. Est-ce que la musique va s'arrêter? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a plongé dans une montagne de rapports. On a décortiqué les perspectives pour 2026 des plus grands noms de la finance. On parle de Northern Trust, Amundi, BNP Paribas, Fidelity, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley et Bank of America. Notre mission, c'est un peu de jouer les détectives, de séparer le buzz de la réalité, voir où ces géants sont d'accord et surtout, où ils se contredisent. Et c'est ça qui est fascinant, parce que la réponse qui émerge, ce n'est ni l'euphorie totale, ni la récession annoncée. Le message général, c'est celui d'une transition. Amundi a une formule que je trouve géniale pour ça. Il parle d'un cycle qui continue de tourner, mais dans un désordre contrôlé. Désordre contrôlé, j'aime bien l'image. Oui, l'économie mondiale a prouvé qu'elle était incroyablement solide, mais sous la surface, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fragmenté. La clé pour 2026, ça ne sera pas de parier sur le marché en général, mais de faire des choix très très précis. Comme le dit Northern Trust, la sélection active redevient primordiale. D'accord. Alors, décomposons ce désordre région par région. Et commençons par le moteur, l'incontournable, fulissant, les États-Unis. Là-bas, tous les rapports, mais vraiment tous, s'accordent sur le rôle central des dépenses d'investissement dans l'IA. Le fameux CAPEX, les milliards investis dans les serveurs, les puces. Mais le truc qui m'a interpellé, c'est que JP Morgan affirme qu'on n'est pas encore dans une bulle. Comment c'est possible? C'est une excellente question, parce que ça va un peu à l'encontre de l'intuition. Leur argument est très factuel. Il n'y a pas de surcapacité. Pour qu'il y ait une bulle, il faut que l'offre dépasse massivement la demande. Or, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les taux d'inoccupation des centres de données sont historiquement bas. La demande est tellement énorme qu'on n'arrive pas à construire assez vite. Donc, l'investissement est réel. D'accord, la base est solide. Mais là où ça se complique, c'est quand on regarde qui paye les factures à la fin. Ouais, le consommateur. Et là, nos sources se déchirent complètement, non? C'est un véritable champ de bataille d'opinion. D'un côté, vous avez les prudents comme Northern Trust. Eux s'inquiètent de l'impact des tarifs douaniers, d'une inflation qui reste tenace. Sur les ménages les plus modestes, j'imagine. Exactement. Amundi est sur la même ligne. Il pense que la consommation pourrait vraiment commencer à flancher. Et puis, à l'opposé complet du spectre, vous avez Morgan Stanley. Ah, Morgan Stanley. Attendez, c'est eux qui prévoient une hausse de 14% du S&P 500. C'est énorme. C'est énorme. Eux, ils sont dans un optimisme débridé. Ils parient sur un cocktail très puissant, une réserve fédérale qui baisse ses taux et des baisses d'impôts. Un scénario très pro-marché en somme. Très. Et Fidelity ajoute une nuance intéressante à ce débat. Ils expliquent que la richesse, notamment boursière, est devenue un moteur de la consommation bien plus important qu'avant. Donc si le marché monte, les gens se sentent plus riches et dépensent plus. Le risque, évidemment, c'est que l'inverse est aussi vrai. Une chute des marchés aurait un impact beaucoup plus rapide. Et toute cette incertitude se répercute sur le dollar. Certains le voient baisser. Pourquoi c'est si important un dollar un peu plus faible? C'est un point crucial. Amundi et JP Morgan anticipent en effet une faiblesse continue du dollar. Pour les marchés émergents, c'est une bouffée d'air. D'abord, beaucoup de leurs dettes sont en dollars. Si le dollar baisse, leur dette devient plus facile à rembourser. Et ensuite, ça rend leurs exportations moins chères.
plus compétitive. Voilà. À l'inverse, Morgan Stanley, fidèle à son optimisme, voit le dollar rebondir. C'est vraiment un des points de bascule majeurs pour 2026. Cette incertitude pousse justement à regarder ailleurs. Et l'Europe, par exemple, semble jouer une partition complètement différente. Très axée sur ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Ça sonne bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un investisseur? Concrètement, ça veut dire de l'argent, beaucoup d'argent. C'est le concept central de BNP Paribas. Ils expliquent que l'Europe investit massivement pour réduire ses dépendances. On parle de la défense, bien sûr, mais aussi de la résilience industrielle, relocaliser des usines, tout ça. Et sur le plan financier? Sur le plan financier, Amundi et BNP Paribas jugent les obligations européennes très attractives. Ils anticipent que la Banque centrale européenne va baisser ses taux. Mais est-ce que ça suffira à relancer la machine? Parce que HSBC a l'air beaucoup plus sceptique, avec une prévision de croissance de seulement 1% pour la zone euro. C'est faible. C'est toute la divergence. Amundi reconnaît que l'Europe manque de champions de l'IA. Pour tirer la croissance, il voit des postes d'opportunité, mais pas de grands moteurs. À l'inverse, BNP Paribas pense que cette quête d'autonomie est une opportunité d'investissement à très long terme, que le marché sous-estime le potentiel de croissance que ça va créer. En parlant d'opportunités, il y a deux autres marchés qui ressortent, le Royaume-Uni et surtout le Japon. Pour le Japon, c'est une vraie surprise, non? Pendant des années, c'était le pari qui ne payait jamais. Le Japon, c'est peut-être le grand retournement de situation. Amundi met en avant la politique budgétaire très expansionniste du nouveau Premier ministre. Mais surtout, et HSBC insiste beaucoup là-dessus, les réformes de gouvernance d'entreprise commencent enfin à porter leurs fruits. Le fameux programme de Corporate Value Up. On pousse les entreprises à mieux rémunérer leurs actionnaires, en gros. C'est ça, on sent qu'un verrou a sauté. Pour le Royaume-Uni, c'est plus discret. Le consensus chez BNP Paribas et Amundi porte sur les obligations, les gilts, qui deviendraient attractives avec la baisse de l'inflation. D'accord. Donc du Japon qui se réveille à la Chine qui, elle, semble se replier un peu sur elle-même. Tous les rapports prévoient un ralentissement, mais Pékin a un plan, j'imagine. Oui. Et ce plan, ce n'est pas de relancer la consommation à tout prix. La priorité absolue, c'est l'autonomie stratégique et la montée en gamme de l'industrie. Amundi parle d'une campagne anti-involution pour stopper les guerres de prix destructives. Et ce qui est intéressant, c'est que JP Morgan note que les entreprises technologiques chinoises ont eu une très bonne année 2025. Ah oui. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont réalisé qu'elles n'étaient finalement pas si en retard que ça. Mais vous avez raison, c'est un grand numéro d'équilibristes. Et il y a cette arme géopolitique dont parlent JP Morgan et Amundi, leur quasi-monopole sur les minéraux critiques. C'est un levier de pouvoir immense. Immense, et ça crée un risque de fragmentation pour le reste du monde. C'est ce risque qui pousse HSBC à voir la Chine non pas comme un adversaire, mais comme un complément nécessaire aux États-Unis dans un portefeuille. Bon, on a fait le tour du monde. Et c'est complexe. Le mot désordre prend tout son sens. Si on est un investisseur qui essaye de dessiner une carte pour 2026, par où on commence? Est-ce qu'il y a des points d'accord? Étonnamment, oui. 5 grands commandements émergent très clairement de tout ça. Le premier et le plus unanime, diversifier au-delà des géants américains. Amundi le martèle, il faut penser global. La concentration sur quelques méga-capitalisations américaines est devenue un risque en soi. HSBC, par exemple, surpondère la Corée du Sud, Hong Kong. D'accord. Deuxième commandement. Fini de juste acheter un tracker et d'attendre. On parle de gestion active. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'époque où tous les bateaux montaient avec la marée est terminée. Northern Trust le dit très bien. La performance viendra de la sélection de titres. Il va falloir faire le tri entre les gagnants et les perdants au sein d'un même secteur. Suivre l'indice, le bêta passif, ça ne suffira plus. Troisième point, allez voir ailleurs que les actions et obligations traditionnelles, les fameux actifs alternatifs. Ils ne sont plus une option. C'est une brique essentielle du portefeuille. Northern Trust et JP Morgan mettent en avant le crédit privé. Et Amundi et HSBC insistent sur les infrastructures. C'est un thème passionnant parce qu'il est au carrefour de l'IA, avec le besoin de centres de données, et de la transition énergétique. Le quatrième commandement est plus surprenant. Je pensais que l'inflation, c'était le problème de l'année dernière, mais non. Il faut continuer à s'en protéger. Oui, parce que le marché est peut-être trop optimiste. Amundi et Northern Trust estiment que les TIPS, les obligations protégées contre l'inflation, sont une opportunité. Ils pensent que le risque d'un retour de l'inflation est sous-estimé.
JP Morgan va plus loin. Pour eux, on est entré dans une ère d'inflation structurellement plus élevée. Et pour se couvrir, le bon vieux refuge. Le bon vieil ami, l'or recommandé par HSBC et Amundi. Et enfin, le 5e conseil, qui nous ramène à l'IA, mais de manière plus fine. Chercher les bénéficiaires indirects. C'est ça, c'est l'histoire de la ruée vers l'or. On peut parier sur le chercheur d'or, c'est risqué, ou on peut investir dans celui qui vend les pelles et les pioches. HSB et JP Morgan nous disent de nous intéresser aux vendeurs de pelles de l'IA. Qui sont-ils? Les services publics qui vendent l'électricité, les industriels qui construisent les infrastructures, les systèmes de refroidissement. La révolution est bien plus large qu'on ne le pense. Ce plan de bataille a l'air très réfléchi. On sent que tout le monde se prépare à naviguer en eau agitée. Ça m'amène à une question. Quel est le grand monstre qui se cache sous le lit? Quels sont les risques qui empêchent ces stratèges de dormir? Vous mettez le doigt dessus. Derrière cette prudence, il y a une conscience aiguë de la fragilité du système. Le risque numéro 1, cité par JP Morgan et Northern Trust, c'est la fragmentation. Les tarifs douaniers, les guerres commerciales. C'est le désordre contrôlé d'Amundi. Le risque géopolitique n'est plus un événement exceptionnel, il est devenu chronique. Le deuxième risque, la dette des États. On a l'impression que c'est infini, il y a un moment où ça casse. C'est l'angoisse d'Amundi et JP Morgan. Ils parlent d'un risque de dominance fiscale. C'est quand le gouvernement, surendetté, tient la banque centrale en otage, en lui disant surtout ne montez pas les taux, sinon on fait faillite. Ça met la banque centrale dans une position impossible. Soit elle laisse filer l'inflation, soit elle risque une crise de la dette. Troisième risque, la question à la mode, la bulle. On en a parlé pour l'IA, mais est-ce que le marché en général n'est pas trop cher, déconnecté? La conclusion de JP Morgan est très nuancée. Ils disent que les ingrédients sont en place, même si on n'y est pas encore. Et Fidelity pointe une anomalie qui devrait alerter. L'écart entre l'incertitude politique qui est au plus haut et la volatilité des marchés qui est au plus bas. Cet écart, historiquement, finit toujours par se refermer et souvent brutalement. Quatrième risque, et il est crucial, et si l'IA ne tenait pas ses promesses de rentabilité? C'est le moment de vérité. Northern Trust le formule très bien. L'IA doit maintenant prouver sa valeur. Si les entreprises qui ont dépensé des milliards ne voient pas de retour sur investissement rapide, on pourrait assister à une correction très très sévère sur les valeurs technologiques. Et enfin, le cinquième risque, celui qui nous ramène au début. Le consommateur, celui qui a tout tenu sur ses épaules et qui pourrait finir par craquer. C'est le maillon qui a été le plus solide et qui semble aujourd'hui le plus fragile. C'est la grande crainte de Northern Trust, d'Amundi, de BNP Paribas, une érosion du pouvoir d'achat, un marché du travail qui se dégrade et le moteur de l'économie mondiale pourrait caler. Et là, le scénario de la transition douce se transforme en quelque chose de beaucoup plus douloureux. En résumé, 2026 s'annonce comme une année de navigation. La vague de l'innovation est là, mais elle se heurte à des courants contraires très puissants. La géopolitique, l'inflation, la dette. Le succès ne viendra pas d'un pari sur une seule direction, mais bien d'une capacité à manœuvrer avec agilité. Absolument. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée un peu provocatrice. Tous les regards sont tournés vers l'IA, le software. C'est très virtuel. Mais plusieurs de nos sources, notamment JP Morgan et Bank of America, nous rappellent à une contrainte très physique, l'énergie. La demande en électricité des centres de données explose, littéralement. La grande question pour 2026 n'est peut-être pas de savoir quel modèle d'IA va gagner, mais plutôt qui a l'énergie, les minéraux et l'infrastructure pour l'alimenter. Le vrai gagnant de cette révolution pourrait être bien plus tangible qu'on ne le pense. Encore là? Merci d'être resté avec nous et d'avoir pris le temps d'analyser les perspectives 2026 avec AI Wall Street Talk. Si cette synthèse vous a permis de mieux comprendre les marchés, partagez cet épisode, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses de marché propulsées par l'IA. D'autres analyses arrivent très bientôt.